Revue Liberté, Premier peuple, cartographie d'une libération. La naissance des Métis du Québec. Le phénomène de l'auto-autochtonisation et ses effets sur l'autodétermination des premiers peuples. En cette ère de réconciliation, le mythe de la bienveillance des colons français connaît une résurgence dans la société québécoise. Il s'exprime soit comme une croyance en la bonté innée du colonialisme français, soit comme l'idée d'un métissage profond de la première colonie, construisant a posteriori l'identité autochtone des descendants des premiers colons français. Ce mythe est bien commode. Il donne un caractère unique au récit national. D'ailleurs, il semble qu'au sein de la société québécoise, la réconciliation est de plus en plus réduite à l'idée que nous soyons tous autochtones. À preuve, récemment, des documentaires comme L'Empreinte et Québécoisie, le film Hochelaga, Terre des âmes, et des livres comme Américoisie ont tous suscité une grande attention médiatique et des fanfares populaires. Or, malgré la popularité du discours sur le métissage, nombreux sont ceux et celles qui, au Québec, ne sont pas conscients des enjeux que ça soulève pour les peuples autochtones. Je prendrai ici, pour exemple, le mouvement Métis québécois, mouvement social ayant émergé en 2004, qui se pose comme une véritable menace pour l'autodétermination des premiers peuples. Depuis une demi-génération, un mouvement d'auto-autochtonisation a pris son essor au Québec. Ce mouvement repose presque entièrement sur des références à un ou à des ancêtres présumés autochtones remontant au XVIIe siècle. Il vise à fonder une nouvelle identité autochtone en opposition avec les pratiques de parenté et les ordres de citoyenneté autochtone qui définissent l'identité des premiers peuples contemporains. Comme le démontrent mes recherches, le mouvement Métis au Québec est né de la conjonction de deux facteurs dès la période 2002-2006. D'un côté, on observe une opposition soutenue aux revendications territoriales des premiers peuples, revendications pourtant fondées sur leur souveraineté ancestrale. De l'autre, on assiste aux conséquences de la décision Paolé prononcée en 2003 par la Cour suprême du Canada, qui énonce une série de critères pour qu'une personne soit formellement reconnue comme métisse et puisse, de ce fait, avoir accès aux droits autochtones. La Cour suprême a en effet statué dans l'arrêt Paolé qu'afin d'être reconnu comme métis au sens de l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982, un individu qui s'identifie comme tel doit entretenir des liens avec une communauté métisse historique et être accepté comme membre d'une communauté métisse contemporaine étant titulaire des droits revendiqués. Cette décision a contribué à élargir la définition même de l'identité autochtone. Les chiffres tirés du recensement de 2016 confirment mes observations sur la force du mouvement Métis qui a surgi au Québec depuis l'arrêt Paolé. Après avoir connu une croissance relativement stable entre 1996 et 2001, le nombre d'individus s'identifiant comme Métis au Québec a plus que quadruplé entre 2001 et 2016, passant de 15 850 à 69 360. À ce rythme, le nombre de soi-disant Métis au Québec pourrait atteindre près de 300 000 d'ici 2031. Ce qui représenterait près de 60% de la population autochtone totale de la province.
En plus de ces chiffres saisissants, j'ai relevé au cours de la même période l'existence de plus d'une vingtaine d'organismes métiers au Québec, représentant chacun entre 300 et 20 000 membres. Ce phénomène mérite une grande attention, car il se base sur des principes identitaires découlant d'une logique raciste, afin d'instituer des communautés métisses fictives. Il est par ailleurs essentiel de souligner que les institutions politiques représentant les métis des prairies rejettent vigoureusement l'idée de l'identité métisse puisse être fondée seulement sur un lien génétique ou sur un imaginaire du sang. À ce titre, les institutions métisses des prairies s'opposent à la reconnaissance d'une communauté métisse québécoise distincte, misant plutôt sur une définition identitaire culturelle, langue michif, cri, sociale, le lien de parenté avec les Cris, les Assiniboines, les Saulteaux, et politique, l'alliance politique, la diplomatie. D'ailleurs, ce ne sont pas exclusivement les métis des prairies qui s'opposent à la reconnaissance des métis du Québec. Les premiers peuples au Québec, touchés par les revendications de ces derniers, le font également. On a beau le retourner dans tous les sens, le discours sur les métis du Québec demeure une chimère. N'en déplaise aux statistiques. Les métis des prairies et la souveraineté autochtone. Depuis la reconnaissance des droits ancestraux des métis par le paragraphe 35.1 de la loi constitutionnelle de 1982, des débats sur le statut du peuple métis ont périodiquement éclaté sur la scène fédérale. Plusieurs intellectuels métis, dont Chelsea Vowell, Adam Gaudry, Chris Anderson, Jennifer Hadez, Zoé Todd, Darren O'Toole, Jean Teillet et Brenda McDougall, parmi d'autres, ont pris part à la réflexion. Tous ont tenté d'articuler les spécificités culturelles, sociales, politiques, économiques et historiques qui fondent l'existence du peuple métis. On conçoit généralement ce peuple comme un peuple autochtone qui, tirant ses origines d'alliances politiques fondées sur des relations de parenté avec les Cris, les Saulteaux et les Assiniboines des prairies, répartis sur les territoires correspondant aujourd'hui au Dakota du Nord et au Montana, États-Unis, ainsi qu'au Manitoba, à la Saskatchewan, à l'Alberta, à la Colombie-Britannique et au territoire du Nord-Ouest. Cette conception spécifique du peuple métis tranche avec les discours sur le métissage québécois autochtone qui ont émergé dans plusieurs régions du Québec depuis l'arrêt Paulin. Ces discours se concentrent presque exclusivement sur la découverte généalogique d'un ancêtre autochtone dans les années 1600 afin de constituer rétroactivement une communauté métissée datant de cette époque. Or, contrairement à certaines idées en vogue au Québec, ce n'est pas la mixité génétique, c'est-à-dire une mixité s'appuyant sur un critère bioracial, qui définit le peuple métis. C'est l'existence de relations de parenté tissées de longue date et entretenues jusqu'à aujourd'hui, entre métis et autres premiers peuples partageant un même territoire qui définit ce peuple de façon distincte et pérenne. Alors que les métis de l'Ouest entretiennent toujours des liens importants avec les premiers peuples et ont historiquement soutenu leurs revendications, le phénomène d'auto-autochtonisation au Québec s'enracine dans un discours qui vise plutôt à contrer les souverainetés des premiers peuples et à affaiblir leurs revendications politiques et territoriales. On tend en effet à
aplanir ou à minimiser le caractère distinct des identités autochtones, ainsi que les droits qui en découlent, et au passage, on minimise le rapport colonial. Lorsqu'on observe un peu plus attentivement les origines des organismes qui représentent et défendent les soi-disant métis du Québec, il devient clair que leurs actions minent l'affirmation et le mouvement d'émancipation des premiers peuples. Par exemple, mes recherches m'ont plongé dans une mine de documents publics dans lesquels les dirigeants de deux des plus grands organismes qui prétendent représenter les Métis du Québec, la communauté métisse du domaine du roi et de la seigneurie de Mingan et la nation métisse du soleil levant, affichent ouvertement une volonté de s'opposer à l'affirmation des droits ancestraux des Inuits et des Micmacs. Les documents judiciaires que j'ai pu consulter comprennent des entrevues approfondies et des témoignages de 33 membres fondateurs de ces deux organismes, y compris les témoignages provenant d'un certain nombre de membres clés de leur conseil d'administration respectifs. On y découvre que ces membres fondateurs, avant de s'auto-identifier comme des Autochtones, étaient à la tête d'associations anti-autochtones ou suprémacistes blanches dans leur région perspective. Nation métisse du soleil levant. Un mouvement anti-Micmac voit le jour. En 1999, le gouvernement du Québec a signé une entente territoriale avec la communauté Micmac de Gaspé-Pédiag, située sur la rive sud de la péninsule gaspésienne. L'entente prévoyait le développement et la création d'une pourvoirie contrôlée par les Micmacs près du centre de la Gaspésie, à environ 60 km du nord de Gaspé-Pédiag. Le projet prévoyait également l'ouverture d'un centre d'interprétation affilié à la pourvoirie, ainsi que des sentiers de randonnée et d'équitation. Alors qu'on compte plus d'une douzaine de pourvoiries privées en Gaspésie et que beaucoup d'autres, réparties à travers le Québec, sont gérées par des communautés autochtones, aucune pourvoirie n'avait auparavant été exploitée par les Micmacs. Tout au long du processus de création de la pourvoirie, les Micmacs ont insisté sur le fait que ce projet constituait un pilier du portefeuille de développement économique de la communauté. On a aussi fait valoir que la pourvoirie emploierait une vingtaine de membres de la communauté à temps plein, leur donnant ainsi une occasion de se reconnecter avec les terres ancestrales. Qu'à cela ne tienne, le projet a rencontré de vives oppositions à chaque étape de son développement. L'opposition provenait notamment des organisations de chasse et de pêche de la région. En 2004, un groupe rassemblant 9 chasseurs habitués du territoire envisagé pour installer la pourvoirie s'est même formé spécifiquement pour s'opposer au projet. En l'espace de 2 ans, cette association de 9 chasseurs, nommée Nation métisse du soleil levant, a réussi à s'imposer comme représentant une nouvelle population s'identifiant comme métisse dans la région gaspésienne. Dans un reportage diffusé en juillet 2006 dans le journal gaspésien L'Écho de la Baie, soit 1 mois après la création du NMSL, son chef fondateur Marc Leblanc, guide de chasse et pêche reconnu, affirmait ceci: « En prenant les bonnes démarches, SIC, il y a peut-être un moyen d'avoir une injonction contre ce projet de pourvoirie autochtone. Nous allons dire au gouvernement fédéral que nous avons des Métis en Gaspésie et qu'on est en train de se faire voler un territoire présentement. Nous demanderons au gouvernement du Canada de nous donner le temps et les moyens financiers pour mettre à jour le nombre de Métis
et faire l'historique de notre communauté métisse en Gaspésie et arrêter le projet de pourvoirie. En réponse à la fronde menée par la NMSL contre le projet, une porte-parole Micmac expliquait en ces termes son importance pour sa communauté. Le Québec est une province énorme où les chasseurs québécois peuvent trouver d'autres terrains de chasse et en même temps être dans leur culture, la culture québécoise. Mais la Gaspésie est le territoire traditionnel des Micmacs. On ne peut pas faire notre chasse traditionnelle dans les Laurentides, par exemple, parce que notre culture est basée ici. C'est ici qu'on vit depuis des millénaires. C'est ici qu'on parle notre langue. Les Québécois peuvent se promener partout au Québec et parler leur langue et travailler dans un environnement qui favorise leur culture. Mais on n'a pas la même opportunité. Il faut qu'on reste ici, développe ici et travaille ici si on veut préserver notre culture et l'histoire des Micmacs. Le chef autoproclamé de NMSL ne s'est pas laissé dissuader pour autant. Peu de temps après la création de son organisme, il déclarait sur le forum de la Nation autochtone du Québec « Nous ne revendiquons pas ce territoire, il nous appartient déjà et cela depuis très, très longtemps. Nous pratiquons traditionnellement la chasse, la pêche et la cueillette en ce territoire. Des camps de plus de 70 ans s'y trouvent pour la chasse à l'orignal. Cela a un nom, tradition. » Il ajoutait même que lorsque d'autres autochtones demandent ce territoire pour en faire une pourvoirie privée, je suis estomaqué. Dans les mois qui ont suivi la fondation de la NMSL, le chef Leblanc n'a eu de cesse d'attiser le sentiment d'anti-Micmac dans la région. Ce type de militantisme anti-autochtone, ai-je pu constater, est courant chez les leaders du mouvement métis post-arrêt Paolé au Québec. D'ailleurs, ce militantisme anti-autochtone entretient souvent des liens avec un discours islamophobe véhiculé par les mêmes acteurs. Par exemple, plusieurs directeurs fondateurs de la communauté métisse du domaine du roi et de la seigneurie de Mingan ont aussi été, entre 2001 et 2003, des membres reconnus de l'Association pour le droit des Blancs de Sept-Îles, un organisme qui prônait la violence anti-autochtone et islamophobe avant de se convertir en groupe de revendication métisse à la suite de l'arrêt Paolé en 2004. En se penchant sur l'interrogatoire préalable de deux membres fondateurs de la NMSL dans l'affaire Parent octobre 2016, où la NMSL cherchait à être reconnue comme communauté métisse distincte, titulaire de droits autochtones en vertu des critères de l'arrêt Paolé, on comprend mieux l'esprit dont s'imprègne la création de NMSL. Dans cet interrogatoire, Benoît Lavoie, actuel chef et membre fondateur de son conseil d'administration, explique sans détour comment un petit groupe de chasseurs a utilisé l'arrêt Paolé pour s'opposer au projet de pourvoirie. En octobre 2004, j'ai lu l'arrêt Paolé au complet. Suite à ça, on avait parti l'association Chasse et Pêche parce que les Indiens de la Guescapédiague voulaient faire une pourvoirie pour le canton Baldwin. Dans les recherches que j'ai faites, de mon bord, une nation autochtone n'a pas le droit d'enlever le droit de chasse à une autre nation. Puis, nous autres, on chasse là depuis 92. C'était nos territoires de chasse. On voit clairement comment le NMSL mobilise une nouvelle identité métisse pour s'opposer à toute reconnaissance de la souveraineté ancestrale du peuple Micmac. Les efforts déployés par la NMSL pour mobiliser la population
régionales franco-québécoises vers une identité métisse ont lentement pris de l'ampleur après la création de l'organisme en juin 2006. Cette stratégie politique s'est révélée fructueuse puisque, comme l'ont fièrement déclaré deux protagonistes de la NMSL dans l'affaire Parent, l'opposition au projet de Guescapédiag a bel et bien fini par bloquer le projet de la pourvoirie des Indiens. Ainsi, le passage à une soi-disant identité autochtone chez les Gaspésiens semble avoir neutralisé l'autodétermination autochtone. À une époque où, pourtant, les discours de réconciliation sont au premier plan. Je dirais même que de tels efforts constituent en réalité une forme de recolonisation ou de néocolonisation qui renforce la domination des colons franco-québécois sur les peuples autochtones. On est ici depuis 2000 ans. L'imaginaire génétique prend les devants. Lors de sa réunion annuelle de septembre 2015, la NMSL a annoncé publiquement les résultats d'une série de tests d'ascendance génétique. En entrevue sur les ondes de Radio-Canada, le président de l'organisme expliquait que jusqu'à présent, on a fait une vingtaine de tests d'ADN et nos tests sont positifs pour démontrer qu'on est ici depuis 2000 ans. Le reportage de Radio-Canada sur la question a d'abord repris dans son titre cette déclaration peu plausible, avant de rectifier le tir. Seuls les présumés ancêtres Micmac des soi-disant Métis gaspésiens d'aujourd'hui vivaient déjà dans la région il y a 2000 ans. Bien que la différence entre ces deux énoncés puisse à première vue sembler minime, le glissement vers une définition génétique de l'identité autochtone y est bien à l'œuvre. Or, cela la dilue aussi dangereusement. Cette définition génétique de l'identité autochtone qui mise sur les sciences génétiques associées à l'ADN amérindien agit comme un objet matériel sémiotique ayant le pouvoir d'influencer les moyens de subsistance et les souverainetés des premiers peuples, nous explique l'anthropologue Kim Talbert. Or, cette définition est problématique parce qu'elle profite exclusivement aux Franco-Québécois au détriment des premiers peuples. On le voit bien dans la déclaration du président de la NMSL. Il utilise explicitement les résultats des tests d'ADN pour inventer une nouvelle identité autochtone, les Métis du Québec. De plus, dans un message adressé à ses membres, le chef de la NMSL explique la genèse de cette communauté métisse gaspésienne par le contact interethnique entre les Européens et les peuples autochtones dans les années 1700. Or, Talbert explique dans cette évocation de l'ADN amérindien, concept ayant le pouvoir de miner les souverainetés des premiers peuples, raconte l'histoire de la migration humaine du point de vue exclusif de ceux qui découvrent. D'ailleurs, à aucun moment dans les dizaines de documents publics produits par la NMSL, l'organisation ne présente les points de vue des Micmacs sur l'existence des Métis de la Gaspésie. Ainsi, en fixant ce que Talbert appelle un point de vue d'origine biogéographique en Gaspésie, la NMSL affirme sa présence historique grâce au seul ADN. Étant donné que l'organisation ne s'est formée qu'en 2006 et que même son chef admet que ses membres ne se définissent que tout nouvellement comme Métis, ces affirmations surprennent par leur indécence et leur incongruité. Malgré tout, la découverte d'une infime portion d'ADN reliée au premier peuple chez les membres de la NMSL semble avoir soufflé du vent dans les voiles de leurs revendications, comme en témoigne une récente déclaration sur leur site web. Ce territoire vaste et diversifié, avec une beauté naturelle à couper le souffle, n'a jamais été colonisé
ni cédé aux Européens arrivés sur notre territoire. Il est resté la propriété des descendants des premiers habitants, les Métis. Ainsi, les milliers de Micmacs qui continuent de maintenir leurs relations avec leurs terres ancestrales sont mis de côté par le pouvoir évocateur de l'ADN. Pourtant, les Micmacs ont leur propre histoire de leur installation dans la région. Et cette histoire est bien antérieure à toute présence européenne sur le territoire. Puisque membres des premiers peuples, plusieurs membres des premiers peuples, y compris des membres des communautés Micmac et Métis des Prairies, affirment clairement que les peuples autochtones doivent conserver leur autorité sur la définition de leur parenté, de leur identité et de leur citoyenneté, ainsi que sur leur structure de gouvernance spécifique. Par exemple, le sociologue métis Chris Anderson conteste le système de classification raciale dominant qui ancre la catégorisation des métis dans un registre purement biologique. Selon lui, cette façon de faire mine le statut du peuple métis, car il ne constitue qu'une notion abstraite du métissage. Ce qui définit concrètement le métis n'est pas son profil génétique, mais plutôt son appartenance à une organisation sociale et politique autochtone particulière, enracinée dans ce qui correspond aujourd'hui au territoire de l'Ouest canadien. Les sciences moléculaires comme voie d'avenir pour le mouvement Métis. En février 2017, un autre organisme Métis autodéclaré, dont le siège social est situé à Chibougamau, dans la région du nord du Québec, annonçait un tout nouveau partenariat avec une compagnie états-unienne spécialisée dans la vente de tests d'ascendance génétique. La compagnie en question commercialise un test d'ascendance génétique qui prétend déterminer précisément les origines autochtones de ses clients. Cri, Micmac, Innu ou Dene, par exemple. Cette proposition repose sur l'idée, déjà discréditée, d'une pureté tribale et raciale chez les peuples autochtones. En réalité, il n'existe aucun test scientifique permettant de détecter avec certitude la présence des gènes associés aux peuples autochtones. Et nous avons encore moins la capacité scientifique de déterminer une origine tribale ou nationale. En outre, comme l'explique Tal Bear, les découvertes moléculaires, quoi qu'elles puissent nous divertir, n'ont aucun rapport avec les éléments culturels, sociaux et politiques qui sont le fondement de l'identité autochtone. Ainsi, de mettre à l'épreuve les prétentions de cette compagnie, j'ai moi-même effectué 2 tests d'ascendance génétique en 2017, j'ai soumis le premier en mon nom et avec mon adresse. Pour le second, j'ai utilisé un pseudonyme ainsi qu'une adresse de l'Ouest canadien. Parallèlement, j'ai aussi complété ma généalogie intégrale avec le soutien d'un généalogiste certifié. J'ai alors pu retrouver plus de 2500 ancêtres remontant jusqu'à 14 générations. Non seulement les 2 tests de la compagnie me sont revenus avec des résultats significativement différents, 9% d'ascendance amérindienne avec une origine tribale, contre 5% d'ascendance amérindienne avec 3 origines tribales différentes du premier test. Mais aucun des résultats ne concordait avec ma propre généalogie. En fait, les résultats des tests exagèrent mon ascendance autochtone par un facteur d'au moins 10. En somme, tout indique que ces tests moléculaires ont pour principal objectif d'exagérer la présence d'une génétique autochtone, alimentant ainsi un processus de réification de la biologie. Or, l'organisme métis de Chibougamau, qui a rapidement reçu l'adhésion de centaines de membres,
a été créé sur la base de ces mêmes tests d'ADN. Ce n'est pas sans conséquence. Quelques mois après son institution, le chef de ce groupe s'est rendu à Paris avec une petite délégation de chefs tribaux afin de soumettre une plainte aux Nations Unies fondée sur la non-reconnaissance de l'identité autochtone des membres de son organisation par les gouvernements provinciaux et fédéraux du Canada. Cet épisode nous montre qu'encore à ce jour, nous sommes loin d'avoir rompu avec la logique de la loi sur les Indiens et les premiers peuples continuent d'être touchés par des discours coloniaux, légitimés par la science et la génétique, qui visent à effacer leur présence et à invalider leur souveraineté ancestrale réelle. Il est maintenant temps de repousser ces efforts. Daryl Leroux est professeur à l'Université St. Mary's à Kijipuktuk à Halifax. Ses travaux ont été publiés dans Ethnic et Racial Studies, Memory Studies et Social Studies of Science, entre autres. Il publiera bientôt un livre sur le phénomène de l'auto-autochtonisation chez les franco-descendants. Alors voilà, c'était la lecture de la naissance des Métis du Québec, le phénomène de l'auto-autochtonisation et ses effets sur l'autodétermination des premiers peuples, dans la revue Liberté de l'automne 2018, numéro 321, Art et politique. Allez, bonne nuit et bonne réflexion, bon rêve sur ce.